Alors, Jean-Claude, il s'en passe des grosses. Il s'en passe ici, il s'en passe ailleurs. Et évidemment, on va on va revenir dans la deuxième heure sur les élections américaines, parce que vraiment, là, les débordements sont absolument ahurissants. Et, mais on va commencer par parler de la situation au Québec, et il y a eu des développements au cours des dernières heures assez spectaculaires. Alors, Jean-Claude est, comme on dit dans le langage populaire, crinqué comme une toupie, et puis voici ce qu'il a à vous dire. Bien, d'abord, on va dire que la semaine passée, on a évoqué qu'il y avait eu en 2011 une dénonciation dans le journal La Presse d'une situation où il y a quelqu'un, un membre, en tout cas haut placé de la Sûreté du Québec, qui a envoyé une lettre avec le sceau de la Sûreté du Québec qui a été authentifié à l'effet que les enquêtes étaient dirigées. Et donc, il y avait un contrôle politique du régime libéral sur la Sûreté du Québec. Et les mises en cause, on a la lettre ici. Oui, okay? Vas-y. C'est ça, le 23 septembre 2011, des policiers de la Sûreté du Québec veulent une enquête publique. C'est au moment où les pressions montaient pour avoir une enquête publique qui va devenir... Sur l'industrie de la construction. Ah ben ouais, l'industrie de la construction, parlez-en. OK. Bon. La demande d'enquête visait la corruption libérale. Okay? Ça l'a dévié. On va revenir là-dessus. Ça l'a dévié. Okay? On a fini avec la commission Charest-Charbonneau avec ça. Bon, mais maintenant, ces gens-là... Ils disent, ulcérés par l'ingérence du gouvernement à qui ils reprochent d'orienter leur enquête sur la corruption et la collusion des policiers de la Sûreté du Québec, réclament une enquête publique. Dans une lettre à l'entête de leur organisation adressée à la presse, ils refusent l'argument de Jean Charest qui répète qu'il faut se fier aux enquêtes de police. On comprend que... Okay? L'auteur accuse sans détour le gouvernement d'ingérence. La Sûreté du Québec est une excellente organisation policière. Cependant, j'ai le regret de vous apprendre qu'il n'y aura aucun membre du gouvernement actuel qui sera accusé par la Sûreté du Québec ou l'UPAC. Pourquoi? Dans notre système actuel, il n'y a aucune indépendance entre le pouvoir policier et le pouvoir politique, et c'est ce dernier qui dicte ses ordres au directeur général ou au directeur de la Sûreté du Québec. Nos enquêtes sont orientées sur des cibles précises et nos enquêtes doivent constamment tenir informés leurs supérieurs de leur évolution. Aucun membre du gouvernement ne sera enquêté sans que M. Martin Prudhomme, sous-ministre à la Sécurité publique, ou que M. Robert Lafrenière, commissaire de l'UPAC, en soit informé. La lettre non signée est écrite sur papier officiel de la Sûreté du Québec. Sur l'enveloppe est imprimée l'adresse du quartier général. La presse a pu faire vérifier son authenticité. Alors ça, on disait la semaine passée, c'est extrêmement grave et cette histoire-là n'a pas eu de suivi. OK? Alors, le directeur de la Sûreté du Québec à l'époque, M. Deschaines, OK? Il dit, je ne mets pas en doute la provenance de la lettre, a-t-il dit, je ne peux la mettre en doute. J'ai demandé à nos gens de faire enquête pour savoir qui l'a écrit. Cette enquête-là, en 2011, était de quelle nature, avec quels moyens? On ne sait pas, mais... C'est une enquête interne de la Sûreté du Québec. C'est ça, exactement ça, exactement ça. Donc, là, l'histoire, elle n'a pas de suivi. La lettre est datée du 23 septembre. Le 18 novembre 2011, Patrice Lagacé, qui est au centre de toute l'histoire depuis quelques jours, Patrice Lagacé, il écrit un texte, on a parlé la semaine passée, le cardinal Lafrenière. Mm-hmm. S'il écrit ce texte-là, c'est parce que quelqu'un l'a alimenté. Elle l'a alimenté. OK? Et pour qu'il y ait un suivi sur l'histoire. Or, ni la presse, ni Radio-Canada va faire de suivi sur une dénonciation de cette nature-là. Notez bien ça. Mm-hmm. Normalement, les vrais journalistes, ils auraient sauté là-dessus, puis ça aurait duré longtemps. Il aurait voulu aller au bout de l'histoire. Mais ça n'a pas été le cas. Attention, là, quand tu dis ça, peut-être qu'ils l'ont fait, mais peut-être qu'on ne leur a pas permis de publier ce qu'ils avaient découvert. C'est possible. Mais moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait. OK? Okay. Donc, là, ici, il relance. OK? Là, le cardinal Lafrenière. Donc,
Ce qui nous amène au cardinal Robert Lafrenière. Là, je vous cite la lettre. Okay? Cardinal, là, on comprend que l'expression est employée par dérision. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ce qui nous amène à Robert Lafrenière, commissaire de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC. Policier de carrière, il a fait ses classes à la Sûreté du Québec. Il était inspecteur-chef à la retraite en 2003. En 2007, le ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, en fait son sous-ministre associé. Donc, Jacques Dupuis pense que ce gars-là, c'est le bon gars à mettre là. C'est ce qu'on peut dire. OK? S'il pense ça, on peut... D'accord. 2 ans plus tard, je continue ma lecture, 2 ans plus tard, il devient le sous-ministre à la Sécurité publique. C'est ce poste qu'il occupe quand, en mars dernier, on est en 2011, le gouvernement Charest le nomme commissaire à l'UPAC. Là, ça chauffait. Là, il voulait avoir une enquête publique. Et là, Charest dit, oh non, la police, bon, la police, on voit que c'est Lafrenière qui est en charge de l'escouade. Okay? C'est toute la structure policière et administrative de l'État dans la lutte contre la corruption qui relève désormais de M. Lafrenière. Le joueur clé. Le joueur choisi par Jacques Dupuis, qui a monté en grade parce que probablement il faisait l'affaire. Okay? Alors, ce qu'il faut, tu vas me permettre une petite parenthèse parce qu'elle est importante. Jacques Dupuis, là, ça fait un bout de temps qu'il n'est plus ministre. Vous vous souvenez qu'il n'est plus ministre depuis qu'il avait été impliqué dans l'affaire de celui qui a démissionné, là, le ministre de... Thomasy. Thomasy, OK? Et Jacques Dupuis, à cause de l'affaire Thomasy, puis à cause de l'autre affaire dans laquelle il avait été impliqué, là, dans... Tu te souviens, là, la compagnie de sécurité, là. Ouais. OK, bon. Alors, Jacques Dupuis n'est plus ministre, mais... Selon mes informations, et de sources très sûres, Jacques Dupuis est encore très présent dans les couloirs du pouvoir et il intervient régulièrement, notamment récemment dans le dossier des transports, où il était présent pour coacher le chef de cabinet du ministre Daou, Pierre Ouellette. OK, parfait. Donc, je continue ma lecture. Donc, c'est toute la structure policière et administrative de l'État dans la lutte contre la corruption qui relève désormais de M. Lafrenière. Il faut comprendre que la loi de la police, la juridiction exclusive pour la défense de l'intégrité de l'État relève de la Sûreté du Québec. OK? Partout dans la structure de l'UPAC, on trouve nombre d'anciens de la Sûreté du Québec, des gens qui connaissent M. Lafrenière. Les anciens de la police de Montréal sont, disons, plutôt rares. Il avait bien Jacques Duchesneau à l'unité anticorruption, mais M. Lafrenière l'a viré. En 2011, le rapport Duchesneau s'en venait. Mm-hmm. Il l'a viré. OK? Comme ils ont viré son enquêteuse au ministre de la Transport, OK? Annie Trudel. Trudel. OK, on comprend? On comprend. Bref. Boss. Ça ne serait pas un problème. La commission de l'UPAC était nommée par l'Assemblée nationale. Tu comprends que on comprend que tu es toujours en train de lire un article de Patrick Lagacé. Là. C'est ça, exactement voilà, ça. OK. Ce ne serait pas un problème si le commissaire de l'UPAC était nommé par l'Assemblée nationale comme le vérificateur général, par exemple, pour assurer l'autonomie du vérificateur général. Ce n'est pas le gouvernement seul qui le nomme. Il y a un mur immense entre le vérificateur général et le gouvernement. OK? Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. On va y revenir un peu plus tard. OK. Parce que... Okay. Ça, c'est ton commentaire. On n'est plus dans l'article de Patrick Lagacé. Non, c'est ça. On va y revenir un peu plus tard. Pour Lafrenière, c'est différent. Lagacé, là. Ouais. Pour M. Lafrenière, c'est différent. Il n'y a pas d'autonomie du vérificateur général. Sa nomination est une nomination politique. Une nomination politique. C'est lui qui le dit. Là. Oui. Okay? On n'invente rien. Il a... ratissé dans le cœur, la cour du gouvernement libéral, ce même gouvernement qui a nommé M. Lafrenière. Problème qui est encore... OK, je continue. Il dit, Lagacé, je tique devant cette proximité entre Robert Lafrenière et le pouvoir politique. Je tique quand j'apprends que, en plus de l'actuel sous-ministre de la Sécurité publique, Martin Prudhomme, autre ancien de la Sûreté du Québec et le gendre de M. Lafrenière,
conjoint de la fille de M. Lafrenière, Dominique, jusqu'à tout récemment affecté à l'escouade Marteau. Okay? M. Lafrenière, par ses canaux officiels et officieux, est un homme sacrément bien pistonné. Si l'information, c'est le pouvoir, M. Lafrenière est puissant. Je suis encore plus interloqué quand j'apprends que Robert Lafrenière a des interactions avec la juge France Charbonneau, qui présidera la commission d'enquête sur la construction. L'embauche de 10 membres de l'UPAC payés par celle-ci pour épauler la commission d'enquête, c'est lui qui l'a suggéré à Mme Charbonneau. Par ailleurs, il ne cache pas à l'interne que c'est à sa suggestion que le juge a embauché 2 anciens hauts placés de la Sûreté du Québec pour l'assister. Je tique, c'est bien le même Robert Lafrenière qui, il n'y a pas si longtemps, critiquait l'idée même de cette commission d'enquête. Je tique, Robert Lafrenière, nommé par le gouvernement libéral, fait des suggestions de personnel à la juge Charbonneau qui va inévitablement enquêter dans la cour du gouvernement libéral. Je crois rêver. Mais le cardinal Richelieu se mettre dans l'ordre de recueillir de l'information et de placer ses hommes au bon d'endroit, c'est sûr, approuverait le modus operandi du commissaire Lafrenière. Alors donc... Et voilà pourquoi il l'appelle le cardinal. C'est ça. Alors, on voit que ce joueur-là, c'est un joueur clé pour le régime libéral. C'est un... Oui. C'est un joueur clé. OK? Maintenant, il y a eu Robert Lafrenière, dernièrement, ça fait plusieurs mois de ça, il y a eu un débat à savoir s'il allait renouveler son mandat, etc. Et puis, il y a eu 2 débats là-dedans. Premièrement, il y a eu une motion du Parti québécois pour demander que l'Assemblée nationale, je lis, OK? Motion rejetée par les libéraux se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement que la nomination du commissaire à la lutte contre la corruption soit approuvée par les 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Ça a été refusé. Et Robert Lafrenière, il ne voulait pas être nommé par l'Assemblée nationale. Il voulait être nommé directement par le premier ministre. Par le Parti libéral, grosso modo. OK? C'est ça. Alors, ça, c'est Robert Lafrenière et Prudhomme. Martin Prudhomme sont les 2 présentement au centre du jeu qui se joue. Ça. OK. Donc, on est dans une histoire qui sort. Parce que là, on est sur le thème des journalistes qui ont refait l'objet de mandats pour qu'on obtienne la liste leur liste d'appels pour voir qui, dans quelles circonstances, aurait pu communiquer avec eux pour couler des informations. Bon, alors, soyons clairs dans la séquence des événements. Il y a d'abord eu, au cours des derniers jours, là, une opération du service de police de la Ville de Montréal qui a été dénoncée par les médias. Et ce que tu me dis, c'est qu'il y en a une autre maintenant. Oui, c'est celle qui est là, ça monte à la Sûreté du Québec. Parce que moi, je me demandais à quel moment ça va monter à la Sûreté du Québec. Ça a été assez rapide, merci. Oui, je disais. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est que si ça ne touche pas le Parti libéral, ça n'a pas de problème. Si ça touche le Parti libéral, pas sûr que ça monte à la Sûreté du Québec. Et là, donc, on a tout un monde qui grouille autour d'une histoire, finalement, à la Sûreté du Québec, aurait également exercé, demandé des mandats pour avoir la liste de communication de 6 journalistes pour voir... Est-ce qu'on connaît lesquels? Hein? Oui, on a c'est Éric Thibault, Denis Lessard, Isabelle Richer, Patrick Lagacé, Alain Gravel, et il y en a une 6e qui n'a pas été révélée. OK? Alors, ce qu'on comprend, là, c'est qu'à la Sûreté du Québec, ils veulent absolument connaître la source de ces journalistes-là. Oui. Dans quel contexte? Dans le contexte où... Et on comprend également que cette source serait policière. Oui, c'est ça. Ou une ou plusieurs sources policières. OK? Et là, pourquoi eux autres? En lien avec quoi? C'est en lien avec la fameuse histoire qui concerne l'écoute électronique contre Arsenault de la FTQ, M. Arsenault de la FTQ. Et puis... rappelle-nous un petit peu les faits, là. Les faits, c'est que il y avait une enquête 2008-2009
Il y avait une enquête qui était amorcée sur l'infiltration, possiblement, d'éléments, en tout cas criminels, auprès de la FTQ. Et puis cette enquête-là... Ça allait plus loin que ça. On parlait carrément de la mafia. Ah, peu importe de qui, là. Ouais. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, la mafia. En tout cas, des éléments criminels, là, en tout cas, c'était ça l'objet de l'enquête. Et là, ils mettent Arsenault sous écoute. Et au cours de ces écoutes-là, puis les filatures, il va arriver que Arsenault est en contact très près avec le Parti libéral. Oui. OK? Et là, à un moment donné, l'enquête va avorter. Et pourquoi? Et bon... Dans cette enquête-là, il y a un moment donné où il est révélé que M. Arsenault est sous écoute. Oui. OK? Normalement... À quel moment est-ce que ça a été rendu public, ça? Hein? Quand c'est arrivé, c'est autour de... Réponds à ma question. Ouais. À quel moment ça a été rendu public, ça? Ça a été rendu public dans le cadre de la commission Charbonneau. Oui. OK. Oui, mais... Et qu'est-ce qu'on a appris à ce moment-là? Bien, on apprend qu'il était en contact avec Jean Charest. Il y a eu une conversation. C'est ça. Il y a eu, à l'époque aussi, de cette enquête. Qui a informé Jean Charest de l'existence de ça? Hein? C'est Bachand. Non, c'est pas Bachand. Qui a informé oui. Arsenault? Oui. Non. Qui a informé Arsenault, c'est Bachand. Mais juste pour être en... Quel Bachand? Oui, juste pour être en 2008... Tu parles de Bachand. Oui. Précise, là. Oui. Nos auditeurs Vraiment. veulent savoir. Oui, mais si vous me laissez, là, moi, j'étais en 2008-2009. Vous êtes en 2013. OK. Fait qu'on va juste être en 2008-2009. À ce moment-là, ils sont en relation très serrée parce que j'ai écouté des échanges, c'est des extraits qui sont sur le site de la commission Charbonneau. Et puis, ils sont très, très serrés. La relation est très proche. Hein? Et puis donc... de relation de Jean Charest, de Parti libéral avec Arsenault. Michel Arsenault. OK, c'est ça. OK. Et puis là, il y a un moment donné où il y a... Eddie Brandonnet qui est sous filature par rapport à cette enquête-là, puis qui s'en va voir Jean Charest. Puis il y a une conversation assez privée avec lui. On comprend que c'est pas un citoyen qui vient donner la main à un politicien puis qui ne connaît pas, là. Et puis là, il aurait appris que... Brandonnet, à ce moment-là, était sous filature de la Sûreté du Québec. C'est ça. Et au moment où il rentre en contact avec Charest, la filature est interrompue. L'enquête au complet est interrompue. Mais pour saboter l'enquête, il fallait que sorte l'information que Arsenault était sous écoute. C'est ça. Et c'est Raymond Bachand qui va lui dire. À ce moment-là, Raymond Bachand rappelle qu'il était le ministre des Finances, si ma mémoire est fidèle. C'est ça. OK. OK. Et pour quelle raison Raymond Bachand et Michel Arsenault se parlent-ils? Tout simplement parce que Raymond Bachand, c'est l'ancien directeur général ou président du Fonds de solidarité de la FTQ. Oui, mais la question est comment Raymond Bachand sait que Arsenault est l'objet d'une enquête sous écoute. Comment se fait-il qu'il le sache sans que Charest le sache? Il le sait. OK? C'est ça. Et donc, qui lui a dit? Alors, ils ont des informations qui sont coulées, OK, concernant une écoute électronique. Là, on est sur quelque chose, là. Parce qu'il faut comprendre que Jean Charest est sous enquête. C'est Michel Arsenault, c'est Eddie Brandonnet qui informe Jean Charest qu'il est sous enquête. Brandonnet tient l'information vraisemblablement de... On sait une chose... Attends un peu. Oui. Il tient... D'où peut-il tenir l'information? D'Arsenault lui-même. Hein? Arsenault... Parce que Bachand lui aurait dit. Non, mais attention, là, tu sais qu'au bout d'un certain laps de temps, là, quand tu as des enquêtes qui sont en cours sur quelqu'un, on est obligé d'informer la personne qu'il a été sous enquête, etc., quand il y a un mandat de délivrer, là. Oui, mais l'information, là, a été coulée. Elle n'a pas été faite dans un processus légal. OK? Ça, c'est certain. Alors, mais la question qui se pose, c'est qui a informé Brandonnet de l'existence de cette enquête-là? Ah, ben oui, ça, c'est une question. OK? On reste la question. Mais que Bachand... Ministre. Lui, comment l'a-t-il su? Oui, puis qu'il dise à l'autre. C'est grave, là. OK? Oh. OK? Donc, motif d'enquête. OK? Ah, donc, une enquête. L'enquête de 2009
je vous fais une citation du Journal de Montréal de 19 septembre 2013 de Mélanie Colleux. OK? L'enquête avorte en 2009 après que certaines informations se soient rendues au bureau du PM de Charest, du premier ministre Charest. Ça, c'est à la suite de l'intervention de Brandonnet. OK? On a une information qui coule des enquêteurs vers le Parti libéral. C'est ça qu'on a, là. C'est là. Il y a quelqu'un qui ne devait pas être content du tout que son enquête soit sabotée. C'est ça. Et là, hein? Ben, il y a quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui était très content que ça soit saboté. Oui, certainement. OK? Du côté du gouvernement, ça, c'est certain. Oui. Mais du côté de la Sûreté du Québec, il y a quelqu'un qui devait être drôlement furieux que son enquête soit sabotée. Oui, mais il y en a d'autres qui étaient contents. Parce que l'information... Alors, ce qu'on est en train de démontrer, là, c'est qu'à l'intérieur même de la Sûreté, il y a des clans. Ben oui, c'est ça. Oui, OK, on va y venir à la fin. Mais là, c'est qu'elle a été coulée de la Sûreté du Québec. Écoutez, là, c'est une enquête, puis quelqu'un à l'intérieur de la Sûreté du Québec a coulé l'information qui a fait avorter l'enquête. C'est ça qui est dit ici dans le Journal de Montréal, là. OK? Parce que ça est parvenu au Parti libéral, au gouvernement. OK? C'est ça qui devrait faire l'objet d'une enquête. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui doit faire. Hein? Toute cette affaire-là doit faire l'objet d'une enquête. Mais c'est pas ça qui fait l'objet d'une enquête. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tous ces faits-là aient été révélés à l'occasion de la commission Charbonneau et que ça demeure encore aujourd'hui totalement inexpliqué. C'est ça. Sauf que là, on utilise ça aujourd'hui. Parce que le gros battage publicitaire aujourd'hui, là, c'est que sous le thème de la police qui enquête des journalistes, là, ben là, il y aurait eu une plainte de fait pendant que le Parti québécois est au pouvoir en 2013, puis le ministre de la Sécurité publique, c'est Stéphane Bergeron. Il reçoit la lettre d'Arsenault, puis Arsenault dit là, je t'en maudis, on a coulé dans l'information à l'effet que j'étais sous écoute, puis etc., puis j'ai pas fait l'objet de. Et puis donc, alors là, le ministre de la Sécurité publique, il se dit on a. Il y en a qui est alors le Stéphane Bergeron. C'est ça. Lui, il se dit il y a quelqu'un qui a coulé une information et qui a pour conséquence de faire avorter une enquête. C'est grave. Okay? Ah, c'est très grave. C'est ça. Donc, il décroche le téléphone, il appelle la Sûreté du Québec, il dit hey. Qui était à ce moment-là à la tête de la Sûreté du Québec? Mario Laprise, qui lui-même avait nommé. Okay? Donc, Mario Laprise dit OK, parfait, je vais faire enquête. Donc, il émet un communiqué dans la même journée, il dit on fait une enquête, on veut savoir qui a coulé l'information. Maintenant, dans les moyens d'enquête, Stéphane Bergeron, il dit moi, les moyens d'enquête, jamais personne ne m'a demandé la permission pour enquêter. De toute façon, il n'y a pas d'instruction à donner. Non. À partir du moment où il saisit le directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci a toute latitude pour procéder de la façon qu'il veut, d'autant plus qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une enquête interne. Ben oui, c'est ça. Donc, cette enquête-là, c'est là qu'ils vont aller chercher des mandats pour avoir la liste des appels de les journalistes que je vous ai nommés tantôt. OK? C'est ça. Oui. Alors donc, là, aujourd'hui, le gros battage, c'est que le Parti québécois, il est comme mis dans la boîte. C'est Stéphane Bergeron qu'on voit partout pour défendre son appel à Mario Laprise. Qui est tout à fait correct. Ben oui. Non, mais le fait... Oui, mais on sait qu'il y a des gens qui veulent mettre une couleur sur certains faits. Ça, c'est manœuvré, là. Ben OK? Oui. Et là, c'est manœuvré par qui? C'est manœuvré par les deux qui sont dénoncés dans la lettre de 2011, là. C'est eux autres qui sont aux manettes, là. OK? Ils sont aux manettes avec le Parti libéral au pouvoir. Oui, okay? mais... Non, bon, vas-y, continue. OK? Non, c'est ça, là. C'est ça qui se passe, OK? Non, ben, on est dans certain. Oui, on est dans une game politique de très haut niveau. Ça, c'est clair okay? depuis le début. C'est ça. Alors donc, là, on a Coiteux. Coiteux, dernièrement, il dit... Coiteux, il est quoi, là, maintenant? Il est ministre de quoi? De la Sécurité publique? Ben oui, c'est lui qui a remplacé, qui est ministre de la Sécurité publique à l'heure actuelle. C'est ça. Fait que là, écoutez, ils ont toute l'air étonnés, mais c'est pas étonnant. Coiteux, c'est vraiment pas sa branche, là. Non, non. Mais il a fait une déclaration, il l'a répété encore aujourd'hui. Il dit qu'il y a une totale distance pour eux, les libéraux, entre
l'exécutif, les pouvoirs, la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif puis le judiciaire. OK? Et là, je peux vous relire. Oui, non, mais c'est correct, on a compris. Non. Un instant, là. Oui. Vous n'avez pas compris que lui, c'est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire exactement le contraire de ce que Lagacé avait affirmé dans son article sur le cardinal. Non, pas juste ça. Oui. Il est en train de dire que quand il a voté contre le fait que le directeur de l'UPAC soit nommé par l'Assemblée nationale, Oui. OK? Il est en train de se contredire sur un grand principe de séparation des pouvoirs depuis Montesquieu, l'esprit des lois. OK? Oui, d'accord. Il veut faire des leçons au monde. OK? Il n'y a pas un journaliste qui relève ça. Pas un. Encore. Pas un. Maintenant, lui, ce qu'il dit, OK? Là, on va avoir encore la manœuvre du Parti libéral avec une petite commission pactée, OK? Pour faire le procès du Parti québécois. Oui. Là, il y a un journaliste qui a posé une question intelligente. Lui, il dit, on déclenche, il était prêt, là. Il était prêt. On déclenche une enquête administrative au ministère. Donc, les deux qui sont en cause mènent l'enquête. Le journaliste, il dit, pourquoi pas une enquête publique? Il dit, là, c'est vous qui allez nommer le monde pour enquêter. La police enquête sur la police, etc. Il dit, il est où la transparence là-dedans? Non. Là, non, c'est tout pacté. Ben attends, ils essaient de pacter, mais c'est pas fait. Vous allez voir que c'est fait. Vous allez voir. OK? On va voir. Alors, moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, là, à la télévision, là, Anne-Marie Dussault, c'est que Bergeron, lui, qui était à ce moment-là ministre de la Sécurité publique en 2013, lui, il suggère que ce ne soit pas une enquête publique. Administrative. Non, il dit que ça ne soit pas non plus une enquête administrative. Il dit qu'il y a un organisme qu'on a créé, bureau des enquêtes d'enquête indépendantes. Alors, c'est là qu'on va voir le jeu. Alors, c'est là qu'on va voir si oui ou non le gouvernement va donner suite à cette proposition-là. C'est ça, OK? Alors, vous pouvez être sûr qu'eux autres, ils sont en train de pacter l'affaire comme ils ont pacté la commission Charbonneau, comme ils ont pacté la Bastarache. C'est le modus operandi. C'est le mode d'emploi, OK? Maintenant, revenons aux journalistes. Tous les journalistes là, qui sont dans le battage aujourd'hui, c'est épouvantable. Là, ils ont le Parti québécois. OK? Alors donc, là, ils sont dans le battage. OK? Oh! Ces journalistes-là, Radio-Canada, La Presse, puis tout ça, là, OK? Sauf pour la dénonciation de 2011 d'ingérence politique, qui n'a pas eu de suite. Ce qu'il y a eu des suites, c'était, je peux vous redire, le carré de sable dans lequel les policiers devaient se tenir, c'était municipalité puis syndicat. Radio-Canada, l'émission Enquête, pendant 5 ans, ils ont travaillé sur quoi? Nourris par des policiers liés au régime, OK? Ils ont travaillé sur... Ben, moi, j'en connais un dont je peux te dire qu'il n'est pas lié au régime. Non, il n'est pas lié au régime, il n'est plus là. Il n'est plus... Attention, là. Il n'est plus là. Un instant. Il n'est plus là. Il était sous contrat encore récemment avec Radio-Canada. Oui, sous contrat avec Radio-Canada, mais il est-tu encore à la Sûreté du Québec? Non. Bon, c'est ça. Vous avez votre réponse. Alors donc, ces journalistes-là, 5 ans, l'émission Enquête, préparent l'opinion publique à ce que on se dirige non pas sur la corruption libérale, qui est l'objet de l'attention de l'opinion publique, mais sur les syndicats qui seraient infiltrés, etc. Le fond de la FTQ, il faudrait changer la composition, la direction, le contrôle finalement de la FTQ et les municipalités et des vilains de service comme Accurso, qui n'est pas vraiment dans le régime libéral, Accurso. OK? Alors donc, c'est ça. Pendant 5 ans, non, il paye sa dîme parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Tu le connais, toi, personnellement. Je peux vous le dire. OK? Donc, ces journalistes-là préparent le terrain, l'opinion publique, etc., pour arriver à exactement être dans le même cadre qui a été dénoncé en 2011, c'est-à-dire, municipalité et syndicat. That's it. Pas libéral.
OK? Alain Gravel est au centre du jeu. Là. OK? Lui, il a plein des tiroirs pour comprendre dans quelle manœuvre il est. OK? C'est-à-dire, Parti libéral, régime, OK? Le plus corrompu de l'histoire récente, disait Marc Bellemare à Sherbrooke en 2012, OK? L'ancien Donc, ministre de la Justice libéral. C'est ça, exactement ça. Et donc, il sait tout ça, lui. Il n'y a jamais rien de la mission enquête qui concerne le Parti libéral. Il n'y a aucune piste qui va mener là. Ils sont nourris par des gens à l'intérieur de la Sûreté du Québec. OK? Ils sont dans un grand jeu. OK? Ils sont nourris par des gens à l'intérieur de la Sûreté du Québec et pas des patriotes. C'est ça que c'est. Alors donc, là, eux, ils déchirent le blues, là, puis le chemise aujourd'hui, là, mais ils savent exactement dans quelle manœuvre ils sont. Ils savent exactement. Et ça y est, je peux parler là? Oui, vous pouvez parler. OK? OK. Alors, laisse-moi te suggérer ceci. Tu nous as fourni là, la liste des 6 journalistes qui sont sous enquête de la Sûreté, qui ont été sous enquête de la Sûreté du Québec. Et évidemment, ces enquêtes-là cherchaient à identifier leurs sources. Quand tu regardes cette liste-là, tu trouves des noms, OK, qui sont très identifiés de près avec le Parti libéral. Tu trouves Denis Lessard, entre autres. Hein? Tu trouves Gravel lui-même. OK? Il y a Isabelle Richer. Hein? Isabelle Richer, il faut savoir que elle entretient des liens très, très proches avec certains membres de la Sûreté du Québec. Hein? Elle a même vécu avec certains d'entre eux, hein? Ou en moins un d'entre eux. Bon. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi que c'est comme ça que cette personne-là s'est retrouvée sous contrat avec Radio-Canada et l'émission Enquête. Là, hein? C'est important de le savoir. Bon. Donc, il faut que tu comprennes que tous ces journalistes-là qui découvrent aujourd'hui qu'ils ont été sous enquête, ils sont inquiets pour leurs sources. OK? Imagine, là, Denis Lessard, il parle à du monde, je te prie de me croire, il parle à beaucoup de monde. OK? Et le fait pour lui de savoir et le fait pour ses interlocuteurs de savoir qu'il a pu être sous écoute électronique et puis que la Sûreté du Québec peut savoir qu'il a eu certaines personnes lui ont dit certaines choses, tu comprends que lui, ça tarit ses sources, là. OK? Il y a plus grand monde qui va vouloir parler à Denis Lessard en sachant que Denis Lessard a été sous enquête électronique. Tu comprends? Bon, et puis je te donne lui parce que c'est celui qui est le plus connu puis qu'on peut identifier le plus facilement. Mais tous les autres que tu as mentionnés, là, sont dans la même situation. À partir de ce qui se passe là à l'heure actuelle, il faut que tu comprennes que les journalistes s'inquiètent à raison du fait que maintenant, il est connu que quand on leur parle, ils peuvent être sous écoute électronique. Écoute, c'est grave, ça. Non. C'est très grave. Il n'y a pas eu d'écoute électronique. Et alors, il faut comprendre que c'est aussi bien la police de Montréal qui a cette pratique-là que, comme on l'a appris aujourd'hui, que c'est la Sûreté du Québec. Ouch! Il y a des tas de gens qui vont pas reparler à un journaliste avant longtemps, là. Ouais, mais je vais vous dire le témoignage d'Isabelle Richer aujourd'hui. Cette inquiétude-là était moins apparente parce qu'elle dit on a refait contact avec ces sources-là qui sont là. Puis ils n'ont plus d'inquiétude. Pour une raison simple, parce que l'enquête qui a été ouverte en 2013 sur la fuite, elle a été fermée à l'arrivée au pouvoir du Parti libéral. C'est pour ça qu'ils ne s'inquiètent pas. Ce qui pourrait les inquiéter, c'est que un peu plus loin, les gens avec qui il est en contact, suite à une enquête publique, OK, et que là, le grand jeu se...
Ben, c'est justement ça qui va arriver, hein? Non, ça n'arrivera pas. Ben oui, ben non, arrête de dire ça. Comment tu peux savoir que ça n'arrivera pas? C'est parce que le Parti libéral est au pouvoir. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il faut que tu comprennes justement qu'à l'intérieur de la Sûreté du Québec, il y a 2 clans. Oui, ça c'est correct. Bon, allez-y alors, avec vos 2 clans. Alors, je vous parle au niveau du gouvernement. Bon, oui, je comprends, mais le gouvernement, il n'est pas nécessairement maître de tout le jeu, là. Oui, pas mal. Non, non, non. Il essaie de garder le contrôle. OK. Mais, tu sais, c'est comme essayer de garder le couvercle sur une marmite quand ça bout. OK? Tu peux, mais tu as besoin de serrer. Et puis, à un moment donné, si ça bout trop, ça éclate. Ouais. Alors, ils sont confrontés à cette réalité-là. Et ils sont tellement confrontés qu'il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, ces informations-là sont en train de sortir. OK? Alors, il y a quelqu'un qui fait bouillir la marmite par en dessous. Ouais. Et ce n'est pas nécessairement des amis du gouvernement. Oui, c'est ça. Oui, il existe. C'est un fait, parce que la lettre de 2011 en témoigne. OK? Voilà. Mais, vous avez vu que... Ben, on va voir. Cette affaire-là est loin d'être terminée. Non, c'est pas terminé, c'est sûr. Je veux dire aux gens, attendez-vous pas à ce que tout le battage publicitaire qu'il y a eu aujourd'hui se fasse pour démasquer la grande manœuvre, parce que la plupart des journalistes qui sont là sont partie prenante et conscientes à la grande manœuvre. OK. Alors, donc, c'est pas eux autres qui vont donner ils vont faire un suivi. Ils sont partie prenante au pouvoir libéral. On se comprend. Mais ils sont en même temps, ils s'imaginaient couverts par le Parti libéral. Et là, ils découvrent qu'ils ne le sont peut-être pas tellement. Ben, ils découvrent qu'il y a quelqu'un qui veut faire bouillir la marmite par en dessous et que la marmite risque de sauter. Et si elle saute, crois-moi, ça va voler partout. Ah, écoutez, il y en a un qui est parti, on parlait de ça, là, celui qu'ils ont mis dehors, là, parce qu'il était trop intègre à la Sûreté du Québec. Là. Et puis, regardez, ils vont... De qui parles-tu? Comment il s'appelle? Despatie? Ah, ouais, oui. C'est ça, regardez. Tous ces journalistes-là, OK, ils sont mobilisés complètement en lien direct avec la faction J'ai compris ça. libérale. Je te dis qu'à l'heure actuelle... C'est pas d'eux autres qui vont venir... Mais non, écoute... C'est pas d'eux autres. L'agacé, là, tu comprends que lui, il y a matière à s'inquiéter. Hein? OK? Il y a matière à s'inquiéter sérieusement. Lui, il y a eu... Alors, tu peux être certain que si quelqu'un a de l'information à lui donner, là, lui, il a tout intérêt à la divulguer. Possible, mais vous avez vu, il n'y a pas de suite. Pour le moment. Il n'y a pas de suite. C'est pas fini, cette affaire-là. C'est pas la presse qui va donner une suite. Ah, je sais pas. Là, vous êtes optimiste, vous. Non. Je te dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a quelque chose qui s'est brisé, là. OK? Et que la marmite, à l'heure actuelle, est en train de bouillir. Ah oui, ça, à bouille, c'est sûr, okay? à bouille. Hein? Et qu'une marmite qui bout comme ça, là, à un moment donné, ça éclate. Ouais. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on peut faire un lien entre ces deux factions-là à l'intérieur de la Sûreté du Québec et ce qui se passe au FBI. On va en parler à la deuxième heure. Justement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Okay. Donc, on va parler à la deuxième heure. Ouais. Mais là, pour conclure là-dessus, je veux dire, c'est une vaste opération qui vise le Parti québécois avec, à la manœuvre, les pions libéraux à la Sûreté du Québec et ces journalistes-là. On va voir comment le Parti québécois va se tirer d'affaire. Jusqu'ici, moi, j'ai entendu ce soir à l'émission d'Anne-Marie Dussault l'ancien ministre Bergeron. J'ai trouvé qu'il avait expliqué ça de façon... C'est très clair. Très clair. Il a remis les responsabilités exactement là où elles sont. C'est ça. Et il a encore une fois rappelé l'intervention absolument invraisemblable du ministre des Finances, Raymond Bachand, qui est allé... confirmer une écoute électronique. C'est grave. Là. Alors, de qui Bachand tenait-il cette information? Aucune enquête là-dessus. La seule possibilité raisonnable que je puisse voir, c'est que ça a été discuté au Conseil des ministres. C'est encore plus grave. Oui, certainement, c'est plus grave parce que ça nous indique que le Conseil des ministres a accès à de l'information privilégiée sur les enquêtes. Non, mais c'est parce que... Ça, c'est grave. Oui, ça, c'est très grave. C'est plus que grave, c'est un crime. Si vous avez une information, vous n'êtes pas autorisé à la communiquer sur une écoute, OK?
d'enquête criminelle, vous êtes accusé au criminel. Ben, il ne l'a pas été, Non, Bachand. ils seront jamais. Il n'y arrivera jamais à rien. L'impunité. L'impunité. Alors, ce régime-là, là, ça fait 15 ans qu'il place le monde. Là. OK? Écoute, ce que tu es en train de me décrire, là, c'est exactement le même degré de corruption qui règne à l'heure actuelle aux États-Unis. Ben oui, c'est un détournement d'État. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste aux États-Unis ni ici, mais c'est vrai aussi en France. Ben oui, OK? C'est vrai en Allemagne. c'est une donnée de la mondialisation, du globalisme. C'est un sous-produit de la mondialisation et du globalisme. C'est exactement ça. Alors ça, c'est important. C'est important et la corruption est endémique. Endémique. Pour maintenir, pour que des pouvoirs puissent faire comme, par exemple, on a vu la semaine dernière, là, avec l'accord économique global, quand on sait de quelle façon cet exercice-là a été lancé au Québec, là, c'est sous pression de l'Empire des Marais, okay, que le gouvernement du Québec s'est impliqué, s'est avancé. Normalement, un traité international, c'est de l'initiative du gouvernement fédéral. Cette fois-ci, c'est le Québec qui a pris l'initiative. Okay? Il a été instrumentalisé par quelqu'un. Okay? Et au moment où le Québec l'a fait, c'était Harper qui était au pouvoir à Ottawa. Okay? Et sans doute qu'ils n'ont pas eu la réception qu'ils voulaient à Ottawa. Et c'est pour ça qu'ils se sont orientés sur le Québec pour faire la pression. Okay? Et le Québec a effectivement fait la pression. Ils ont nommé, le gouvernement libéral a nommé Pierre-Marc Johnson. Ah ouais. Et puis Jean Charest, hein, pour faire la négociation. Ben oui. On parlait d'Ottawa. Aujourd'hui, cette histoire-là rebondit de ce côté-là. Oui. Et là, Trudeau, il a commencé à faire jouer sa cassette des grands principes, etc. Sauf que l'opposition lui a demandé, pouvez-vous nous dire si la GRC ou le Service de renseignement canadien fait la même chose? Fait la même chose. Ben, la réponse est très claire. C'est oui. Il n'y a pas de réponse. Ben non, il n'aura pas, c'est sûr. Penses-tu qu'ils vont l'avouer? C'est ça. C'est le genre de choses dont les gouvernements ne parlent jamais. Encore plus. Bon. OK. Encore plus sérieux. Donc, il est certain que la GRC fait ce genre de travail. C'est évident. Non seulement ils font ça pour les journalistes, oui. OK, mais c'est Maître Pierre Cloutier qui a démontré ça, parce qu'il a fait des demandes d'accès à l'information, puis il a obtenu des dossiers de citoyens du Québec qui ont eu une surveillance de police politique fédérale sur eux pendant des années, entre autres René Lévesque. Oui. OK? Alors donc, il y a des dizaines de milliers de citoyens du Québec, OK, qui font l'objet de fiches de surveillance, OK, d'intelligence, service de renseignement canadien, une police politique, même type de police politique qu'on dénonçait en Allemagne de l'Est, vous vous souvenez de ça, la fameuse sous la Stasi. Alors, ouais. Donc, on a une Stasi canadienne, puis face à ça, on a une Stasi québécoise puis une Stasi municipale à Montréal. Non, pas tout à fait, mais la Stasi canadienne s'intéresse aux citoyens, puis la Stasi canadienne, face à ça, ce qu'on a, c'est le silence des agneaux. C'est démontré. Oui, Personne n'a réagi à l'espionnage de René Lévesque pendant des décennies. Personne. C'est le silence des agneaux. Mais ce que les gens perdent, il faut comprendre, là. Ça, c'est le grand pays de P.W. Trudeau. Là. Oui, bien sûr, là. Mais ce qu'il faut comprendre, qui est essentiel, là, c'est que pour le Canada, hein, pour les institutions fédérales, le Canada est en guerre. Ben oui. Depuis le mémorandum de 17 décembre 1969, le mémorandum est... Puis très clair. On n'a pas d'information que ce référendum-là, ce mémorandum-là a été la commission Gomery annulé. A confirmé de façon éclatante que le gouvernement fédéral se considérait en guerre. Ben oui. OK? Et la commission Gomery, c'est l'ancien chef de cabinet de C'est Chuck Guité? Non, okay. C'est Jean Pelletier. Ah, Jean Pelletier, oui. Okay. Oh, oui, Jean Pelletier et Chuck Guité aussi. Chuck Guité aussi, ils l'ont dit, tous les deux, que le Canada était en guerre contre les méchants séparatistes. OK? C'est normal qu'ils soient en guerre. Alors, il faut comprendre ça.
Et puis, il est donc, dans un contexte de guerre, tout à fait normal que les personnes qui sont impliquées dans cette guerre-là, au premier chef, les chefs de parti qui prônent la séparation, hein, bon, alors, il est clair qu'eux vont être nécessairement les premières cibles de ces initiatives policières-là. Ce qui est inquiétant, c'est que oui, bien sûr, le nom de René Lévesque est sorti, mais ce qu'on ignore, c'est le nom de toutes les autres personnes, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a eu juste René Lévesque qui a été... Non, il y a tout le Parlement, je vais vous dire, toute l'Assemblée nationale, le Parlement du Québec. Ouais. Le Parlement du Québec, puis ça vient d'un ex du service de renseignement de l'intelligence de la marine américaine, okay, Ouais. qui est un ami du Québec, Ouais. et puis qui connaît Maître Pierre Cloutier, Ouais. qui s'appelle Robert Steele. Oui. Et puis lui, Steele, OK. Et lui, il a dit qu'il y avait des dispositifs à Québec pour capter au travers des fenêtres toutes les informations qu'il voulait. Absolument. Okay. Alors, on vit dans une boîte de verre. Puis ces dispositifs-là, là, ils sont au consulat américain à Québec. Ben oui. Il faut savoir que le consulat américain à Québec il est situé juste en arrière du bunker. Oui, puis vous êtes aussi avec la chose là. Puis ils font de l'écoute électronique. C'est ça. C'est une ville de garnison. Ben oui. Il ne faut pas oublier ça. Non, OK, donc, c'est ça. Donc, c'est ce monde-là qui... Puis là, eux autres, ces journalistes-là, là, qui déchirent le blues puis le chemise aujourd'hui, là, sur tous les éléments où ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait le mordre des chevilles à quelque part, ils ne bougent pas. Ça n'existe pas. Quand vous n'en parlez pas, ça n'existe pas. Ben non, bien c'est sûr, une règle. bien Ça sûr, n'existe bien sûr. pas. Et donc, ce silence-là, c'est aussi un gros mensonge. Non. Le silence en question équivaut à aveu. Hein? Mais le silence, c'est un gros mensonge. Ouais, bon, on appelle ça comme C'est ça. C'est Charles Péguy. Là. Moi, j'aime ça le citer, Charles Péguy. Oui. C'est Bon. ça. Alors, Donc, écoute, on arrive presque au terme de notre première heure et puis on va quand même parler un petit peu d'autres choses et notamment du Parti québécois qui a de la difficulté à trouver ses marques avec Jean-François Lisée. Là, son élection avait suscité un certain nombre d'espoirs. Et bon, on se rend compte qu'il a de la difficulté à trouver ses marques, à intervenir judicieusement dans les divers dossiers. Il y a celui sur, comment dirais-je, l'affaire Sklavounos, évidemment. Moi, honnêtement, je ne comprends pas que le Parti québécois n'ait pas davantage insisté sur ce dossier-là. C'était un dossier majeur. Oui, il y a pour la démission. OK? Et puis pour qu'il démissionne de l'Assemblée nationale. C'est ça, on laissait enfermer dans le juridique. Et ça, au contraire, le juridique aurait dû leur faire comprendre qu'il y avait deux façons de regarder la situation. Il y avait bien sûr l'angle criminel, mais ça, c'est la responsabilité de la justice criminelle, mais qu'il n'y avait rien qui empêchait l'Assemblée nationale de le convoquer et puis de lui demander de s'expliquer dans le cadre d'une procédure disciplinaire, tout simplement, qui est du ressort de l'Assemblée nationale. Il aurait pu aussi procéder par une motion. J'aurais pu faire ça. Pour condamner son comportement. J'aurais pu faire ça aussi. Parce qu'il y avait plusieurs témoignages à l'intérieur de l'Assemblée nationale, Ouais. au Parlement. Mais je te dirais que la motion, ils ont peut-être été un petit peu refroidis là, par l'exercice de la motion Michaud là, qui avait créé. Ça, je peux comprendre qu'ils ne soient pas allés de ce côté-là. OK? Mais il n'y avait rien qui les empêchait, mais vraiment rien, de se constituer en comité de discipline, le bureau de l'Assemblée nationale, et puis de convoquer Sklavounos et puis de lui demander des explications qu'il faut comprendre que dans ce cadre-là, les explications qu'il aurait été, et même la condamnation qui aurait pu, pas la condamnation, mais le blâme qui aurait pu lui être adressé plutôt que condamnation, celui-là, le critère n'aurait pas été hors de tout doute raisonnable, comme c'est le cas pour le droit criminel, il aurait été tout simplement une prépondérance de preuve. C'est ça. Puis là, il y aurait eu... parce que la motion, ça aurait fait que le Parti libéral aurait voté contre. Et alors, oui, mais puis alors, ça aurait été intéressant de voir le Parti libéral voter contre, alors qu'il venait d'exclure de leur caucus Sklavounos. Ouais. Hein? Ça aurait été très intéressant de voir ça. Puis ça aurait été intéressant de
de les mettre en contradiction Ben oui, sur cette affaire-là. C'est parce que Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. ça prend du toughness. Ils ont Ben, tellement peur de se faire dire « Ouais, vous voulez jouer une game politique avec ça, puis... » Ben, oui, mais c'est sûr. C'en est-tu une? C'en est une. OK? C'est pas possible. Bon. Ça manque de toughness. OK. Ouais. Alors, tu sais, franchement, là, il y a quelque chose. Le Parti québécois, là, il y a de la misère à trouver ses marques. La question qu'il faut se poser, c'est y en reste-t-il encore? Oui, tout ça, c'est à cause de son option. Oui, mais Jean-François Lisée était censé avoir guéri ça, là. Oui, c'est ça. À t'entendre parler. Oui, non, mais c'est vrai. L'option, elle pèse psychologiquement. Ouais, elle pèse le temps qu'elle se dégage, elle pèse plus, là. Ça y est, on a un répit, là. Oui, mais il y a du monde qui sont restés dans la course encore. Ah, c'est ça? D'après toi, c'est ça? Ben, pas d'après moi. J'étais à côté de cette personne-là. Oui. Oui. Je l'ai vu réagir. À quoi? La situation. Bon. Oui, mais ça n'empêche pas, au contraire, ça devrait aiguillonner Jean-François Lisée à faire ce qu'il faut. Oui. Mais la course est terminée, ça fait que là, c'est ça. En tout cas, on va voir moi je trouve que pour l'instant, là, c'est assez décevant. Oui. Alors, il nous reste quelques minutes et je veux simplement aborder la question, là, et puis c'est une question délicate, alors vous comprendrez que je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps dessus. Mais ceux qui lisent Vigile ou qui ont pris connaissance de la presse en fin de semaine ont vu que Vigile et le souci, moi personnellement, on a été condamné dans le cadre du procès Chiara à verser des dommages de 30 000 $. Alors, à quel titre les dommages? Des dommages moraux, là. Et puis, selon notre avocat, c'est discutable, l'attribution. Bon, OK? Alors, évidemment, on a fait faire un examen de la situation et par notre avocat, puis pour voir si on avait des motifs d'appel. Écoute, lui, ça n'a pas été long, il nous en a enfilé 11. Alors, nous aurions 11 motifs d'appel et c'est beaucoup. Et c'est surprenant dans un jugement comme celui-là. Alors, on se réunit comme conseil d'administration vendredi de Vigile et on va prendre des décisions relativement à l'avenir de Vigile, parce qu'il faut comprendre que s'il faut qu'on décide d'acquitter cette amende-là, ces dommages-là, c'est Vigile qui disparaît, ou bien s'il y a une main généreuse qui va se tendre, qui va vers nous à la dernière minute et qui va nous épargner ça et faire en sorte qu'on puisse aller en appel. Mais la chose est claire, c'est qu'on a 11 motifs sérieux d'appel et c'est beaucoup. Beaucoup. C'est même inexplicable parce que le juge aurait pu facilement rendre un jugement béton. OK? Pour des raisons que je ne m'explique pas, son jugement est ouvert. Il n'est pas béton. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors, on verra. On va essayer de comprendre pourquoi encore plus dans les jours qui viennent avec l'aide de notre avocat. Et on espère qu'on sera en mesure de prendre la bonne décision au cours des prochains jours. Alors ça, c'est l'état de la situation. Comme je vous ai dit, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Mais quand même, il faut dire que le sort de Vigile, il tient à la suite des choses. Là. Comment? Ben oui, je viens de le dire. Là. Ouais. OK? Alors, il faut bien le marquer. Je vous signale, entre autres, pas entre autres, mais aussi que vendredi, il y a un 5 à 7 de Vigile, des amis de Vigile, et que... à la SSJB, 82 Sherbrooke-Ouest. Et qu'on fera le point sur la situation après notre conseil d'administration à cette occasion-là. Donc, c'est à la SSJB, le 5 à 7 de Vigile, vendredi en fin d'après-midi. Et vous êtes évidemment tous invités à y assister. Alors, on va prendre une pause. C'est la fin de notre première heure. Et on vous revient dans quelques minutes, le temps que j'aille prendre de l'oxygène. Oui, qu'il aille tirer sur son poison et qu'il nous revienne, bien sûr, frais et dispo. Alors, à tout à l'heure.
Bon, alors, au micro de radioinfocité.com, Richard Lehir, Jean-Claude Pomerleau, l'émission Point de bascule du mercredi soir, 2e heure. Écoute, Jean-Claude, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, là, est en train de dépasser l'entendement. Il y a des développements absolument incroyables qui sont survenus au cours des 36 dernières heures. Le point de bascule, c'est... Le point de bascule... C'est le FBI. C'est le FBI, ben oui. À l'interne, et alors, c'est pareil comme ici, on faisait la transition. Exactement. C'est ça, il y a à l'interne, disons, des patriotes exactement. qui décident qu'ils sont tannés. Et alors là, ce qu'on découvre, là, c'est que l'information, y compris même l'information de Assange, le Wikileaks, là, d'Assange, ça provient des États-Unis, de sources intérieures au service de renseignement. OK? Et il y a 17 agences de renseignement aux États-Unis. OK? Et chacune, semble-t-il, a contribué de l'information pour rendre public tout ce qui sort. Celui qui a confirmé ça de façon officielle, c'est un ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Ouzbékistan. Curieux qu'il ait été informé de ça, mais il participait à une rencontre et il a été informé de la chose par des sources officielles américaines. Alors, tu comprends que tout l'effort qui a été fait au cours du dernier mois par le camp Clinton pour beurrer la Russie puis la rendre responsable, tout ça, c'est du vent. Et alors, quand ça va sortir, et ça sort parce que, y compris même certaines des personnes impliquées, sont sortis publiquement. Sont sortis publiquement. Entre autres, non. Oui, entre autres, ce bonhomme-là, là, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien sous-secrétaire d'État, OK? Un espion de haut rang, qui se trouve en plus à être médecin, psychiatre, etc., et qui a servi sous l'administration Ford, sous l'administration Carter et sous l'administration Reagan. OK, c'est pas rien, là. Et en fait, ce qu'on commence à comprendre, c'est que ce seraient des gens qui seraient également dans la mouvance de monsieur, celui qui nous pond des papiers là, si intéressants régulièrement, Robert, voyons, tu sais... Paul Craig Roberts. Paul Craig Roberts. OK. Alors, on voit que... C'est un autre qui était de haut niveau. Qui sont dans la même... Ils étaient dans les mêmes sphères à la même époque. OK? Et à des postes différents, mais à peu près au même niveau. Et c'est nécessairement des gens qui se sont connus. Et là, écoute, ils sont en train de s'identifier et de dire c'est nous qui avons alimenté Assange. Ça, c'est incroyable. C'est fort de café, ça. Puis il y a aussi l'autre point de bascule, c'est le gars du FBI qui a décidé qu'il réouvrait l'enquête criminelle. Okay. Et puis, mais celui-là, tu comprends qu'il n'y avait pas le choix. Ça bouillait en dessous de lui. Parce puis il s'est fait dire, écoute, si tu ne l'ouvres pas, on sort. Oui, il y avait une série de démissions sur son bureau. Alors, tu vois le rapprochement qu'on peut faire justement avec la situation qu'on a décrite plus tôt pour le Québec. Tu sais, quand à un moment donné, la marmite bout, à un moment donné, tu n'es plus capable de tenir le couvercle dessus. Et Comey, le directeur du FBI, il s'est fait placer par ses subalternes devant une alternative tellement peu réjouissante qu'il s'est dit, j'ai pas le choix, il faut que je réouvre l'enquête. Surtout qu'il y avait des faits nouveaux. Des faits nouveaux. La saisie d'un ordinateur, là, il y avait encore des documents. Écoute, 650 000 courriels, 650 000 courriels se trouvaient dans l'ordinateur d'un personnage assez peu reluisant qui était membre du Congrès et qui a été le mari de Huma Abedin, qui est la collaboratrice très proche de Hillary Clinton. Alors, vous vous rendez compte que comment se fait-il que des courriels officiels du secrétariat d'État se retrouvent un peu partout dans l'ordinateur de Stolibrius là? OK? Tu comprends qu'il s'en est passé des vertes et des pas mûres. Ben oui. Et là, ce qu'on apprend en dernière heure, c'est qu'il est possible que les 33 000 courriels qui ont été effacés par Hillary Clinton
sous prétexte qu'il n'y avait rien là-dedans, OK, ils aient été conservés et que quelqu'un les ait et qu'ils soient rendus publics. Ben oui. Rappelons qu'elle avait détruit ça suite à la signification d'un supplénat pour se présenter. Et puis ça, c'était des éléments de l'enquête. Voilà. Et elle avait une douzaine de téléphones qu'elle a détruits à coups de marteau. Voilà. Okay? Après avoir reçu un supplénat. OK, ça c'est épouvantable. Non, ça c'est assez pour se résumer avec des menottes. Là. Ça, c'est criminel, ça. C'est ça. Et là, à l'époque, l'été passé, le directeur du FBI avait conclu grave négligence, mais pas de quoi faire une poursuite criminelle. Mais là, il a changé d'avis. Ben là, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Alors là, on est dans une situation absolument incroyable. Ça, c'est le point de bascule. Parce le point que de là, bascule. à partir de là... Et là, ça commence à apparaître dans les sondages. Ben oui, pas à peu près. Et là, le renversement est total. La semaine dernière, Mme Clinton avait une avance de 7 points. Aujourd'hui, c'est Trump qui a une avance d'1 point. Oui, c'est ça. Et là, on parle pas on parle des mêmes... comment dirais-je, maison de sondage, là, il y a celui qui est le mieux connu, là, c'est celui de ABC puis du Washington Post. C'est ses boîtes à elle, là. C'est ses boîtes qui annoncent la mauvaise nouvelle. Qui annonce la mauvaise nouvelle. Puis autre mauvaise nouvelle aujourd'hui, savez-vous c'est quoi? Laquelle? Dans le vote par anticipation. Ah oui, bien sûr. Les Noirs ne se mobilisent pas de la même façon qu'ils se sont mobilisés pour, évidemment, Obama. C'est ça. Mais ça, c'est à 90% de vote démocrate. Exactement. C'est comme si le West Island n'allait pas voter là, pendant le référendum. Alors là, on comprend que ça va très, très mal parce que dans les sondages, la façon dont ils sont effectués, c'est que les maisons de sondage ont des hypothèses. Une pondération. Et des pondérations, ils font des hypothèses sur la participation au vote de tel... Bon, et là, évidemment, ils avaient formulé des hypothèses sur le comportement de l'électorat noir aux États-Unis et basées sur la candidature d'Obama. C'était pas du tout la même chose. Là, avec Clinton, non seulement c'est pas Obama, c'est pas un noir, mais en plus, elle traîne du bagage qui est lourd. Ah, pas à peu près. Puis là, Obama sort pour essayer de... Alors là, ils essaient de blâmer Comey, le dirigeant du FBI, en disant c'est de la conjecture. Non. On comprend-tu que si ça avait été de la conjoncture, il ne serait pas senti obligé de réouvrir l'enquête. Non, s'il doit avoir de la matière. Il y a du stock solide. Il joue gros, lui, là. Écoute, c'est pas compliqué, là. Ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle, là, c'est du jamais vu dans l'histoire, pas juste des États-Unis, d'aucun pays démocratique digne de ce nom, là. On était vraiment dans une situation, et sur les ondes d'une radio américaine qui s'appelle Infowars.com, là, d'Alex Jones, un journaliste quand même d'enquête assez chevronné et qui suit cette affaire-là, qui a des contacts directs avec... Il a d'avance. Il ne suit pas, il a d'avance. C'est lui qui a annoncé les affaires d'avance. Ben oui. Alors, c'est incroyable l'information qu'il a. Et lui, il parle carrément là, d'une révolution en cours. Il y a un coup d'État silencieux qui est en cours aux États-Unis. Écoutez, réfléchissez comme il faut 2 secondes à ce que ça veut dire, un coup d'État. Et il raconte, ce fameux ancien secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, raconte comment et pourquoi les Clinton sont pris dans un labyrinthe, littéralement, de corruption et de mensonges depuis des années, avec des histoires abracadabrantes, là, de pédophilie, je te dis, c'est pas beau comme portrait, hein? Ben oui. Vraiment pas beau comme portrait. Et il s'affiche publiquement pour le dire, OK? À visage découvert. Il joue gros. Il joue très, très gros. Il joue très, très gros. Mais je pense qu'ils sont assez nombreux que c'est pas comme un gars isolé qu'il pourrait se faire éliminer, en tout cas marginaliser. Ben, ce gars-là, qu'est-ce que tu veux, avec le bagage, puis le rôle qu'il a joué, puis les contacts qu'il a développés dans les milieux du renseignement américain, tu comprends que lui est relativement à l'abri. Du côté
de représailles de ce milieu-là. Ce à quoi il est fortement exposé, c'est à des poursuites par le ministère de la Justice, mais alors la branche politique, une fois, s'il fallait que, par exemple, Hillary Clinton soit élue, c'est clair que lui, là, politiquement, il va être poursuivi. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il semble avoir tellement confiance dans la force de l'information qu'ils détiennent que, de toute façon, les jours de Hillary sont comptés et que c'est elle qui va se retrouver en prison. Même si elle était élue. Même si elle était élue, ça c'est clair, parce que... Le match ne finira pas là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ils l'ont déclaré d'ailleurs ouvertement. Mais en plus, je veux dire, l'information qui est déjà entre les mains du FBI et du Congrès. Il y a comment dirais-je, le chef, pas le chef, mais le directeur d'une commission du Congrès, Jason Chaffetz, je pense, et qu'il est originaire de l'Iowa, et qui, lui, avait déjà amorcé une enquête, devant laquelle, d'ailleurs, Comey était venu témoigner, et c'est la raison Comey, le directeur du FBI, c'est la raison pour laquelle il s'est senti obligé de réinformer le comité en question, parce que, comme il avait témoigné dans un certain sens devant ce comité-là, il se sentait obligé d'informer le comité que... Sur l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, des faits nouveaux. Ouf! Tu comprends que ça n'a pas fait le bonheur de la campagne Clinton et ni non plus de la Maison-Blanche. Ça ressemble à une fatalité. Oui. Et alors, ça s'accumule. Et d'heure en heure, ça s'accumule. Alors, il y a encore comment dirais-je, des courriels qui sont sortis du directeur de la campagne de Mme Clinton, John Podesta, et qui sont incriminants au possible, là, dans lesquels ils reconnaissent qu'ils font des manœuvres. Ben oui. C'est invraisemblable. Ben oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste environ 6 ou 7 000 sur les 50 000 annoncés de courriels par Wikileaks et Assange. Et tous les courriels qui sont sortis pour l'instant sont des courriels qui ont été prélevés dans comme source là, de l'organisation de la campagne autour de John Podesta. Déjà, c'est très incriminant. Déjà, c'est très incriminant pour toutes les personnes impliquées. Et à l'heure actuelle, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont en train du côté des démocrates, là, ils sont littéralement en train de digérer l'information. Et ils sont pas loin là, du sauf qui peut. Là. Ah, ils sont paniqués, ça c'est sûr. Ils sont pas loin du sauf qui peut. Et combien de temps ils sont capables de tenir le couvercle sur la marmite? Encore. Difficile à dire. Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est 36 heures? Est-ce que c'est 48 heures? C'est certain que l'enjeu est tellement gros qu'ils vont essayer de le tenir au maximum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à perdre. Un gars qui est particulièrement exposé dans cette affaire-là, c'est George Soros. Je pensais justement à lui. Invraisemblable, là. Lui, là, il est impliqué, d'autant plus que c'est une de ses compagnies qui on en a parlé la semaine passée. C'est ça, qui contrôle dans 16 États. Qui contrôle les machines de vote. Ouais. Imaginez. Puis alors, il y a déjà des cas là, répertoriés de votes qui ont mystérieusement changé après avoir été déposés. Oui, c'est ça. Ça passe pas le test. Ça passe pas le test. OK? Alors, il y a ça qui est en train de sortir aussi. Et, mon Dieu, ça joue très, très dur. Alors, comme je disais, c'est juste une question de temps. Combien de temps sont-ils capables de tenir le couvercle sur la marmite? Ce qui est intéressant de réaliser là-dedans, là, c'est que c'est vraiment l'opposition entre le pays profond et l'État profond. Ouais. Et même au sein de l'État profond, on découvre qu'ils sont partagés. Il y a deux clans dans l'État profond. C'est-à-dire que c'est les grands réseaux financiers, économiques. Oui, mais c'est les patriotes là-dedans. Alors, c'est le clan des souverainistes versus le clan des mondialistes. C'est exactement ça. Et alors, ça, c'est vraiment stupéfiant de découvrir ça parce que ça devient la consécration de la nouvelle matrice.
Ben oui, ben là, c'est parce que la base d'ancrage du globalisme, c'est les États-Unis. Or, c'est à l'intérieur même des États-Unis que se joue cet enjeu-là entre les globalistes et les souverainistes. Et on voit que ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Surtout pas. Quand on sait que George Bush, père, l'ancien président des États-Unis, George Bush père, un républicain de tout temps, va voter cette fois-ci pour Hillary Clinton, on comprend que ça n'est pas une question de droite et de gauche ou de conservatisme ou quoi que ce soit, mais c'est simplement une question de quel aspect de l'État profond, à quelle sphère ils appartiennent. À quelle sphère ils appartiennent. Ouais. Est-ce qu'ils sont dans le camp des globalistes ou dans le clan des souverainistes? Ils sont manifestement dans le clan des globalistes et c'est pourquoi ils font cause commune avec Hillary Clinton. Ouais, les masques tombent. Les masques tombent et c'est tout le clivage qui a été entretenu, mais de façon artificielle, au cours des 20, 30, 40 dernières années sur la droite et la gauche, qui est le clivage droite-gauche qui est en train de s'effondrer complètement. C'était de l'enfumage. Il y a ça les duopolies. On le voit d'ailleurs d'une façon éclatante en France. Hein? Hein? Le Parti socialiste, il n'y a plus rien de socialiste. Du tout. Il ne représente plus des valeurs de gauche d'aucune façon. Okay? Il représente le mondialisme. Et cette espèce de clique qui aspire à une gouvernance mondiale et qui cherche à se maintenir au pouvoir par tous les moyens, et par tous les moyens systématiquement en écrasant les opinions publiques. Avec leurs médias. Avec les médias qu'ils contrôlent. On a le même schéma qu'aux États-Unis. Le même schéma que chez nous, qu'aux États-Unis, qu'en France, qu'en Allemagne, que partout. C'est un petit peu décourageant parce qu'il faut comprendre que ces gens-là sont à l'œuvre depuis tellement longtemps. 50 ans, 60 ans. Il faut comprendre que ce mouvement-là de globalisation et de gouvernance mondiale, il remonte aux années 50. Okay? Et pendant tout ce temps-là, ces gens-là ont mis en place leurs pions. Okay? Et quand on parle de pions, là, on voit qu'ils ne sont pas allés de main morte. Ce n'est pas juste des personnes. C'est aussi des programmes de formation scolaire. Hein? Il y a un fameux programme aux États-Unis, Common Core, là, qui est un lavage de cerveau, un abrutissement total. Et une des choses qu'a promise Donald Trump, c'est l'abolition du programme Common Core. OK? Pour revenir à des méthodes de professionnelle. Et afin j'avais voulu lancer un concours que j'avais intitulé « Les meilleurs ». Figure-toi donc que j'ai demandé la collaboration du ministère de l'Éducation. On a refusé. Il a fallu que je monte jusqu'au niveau de Robert Bourassa lui-même, que je lui expose le programme et qu'il l'accepte pour que je reçoive la collaboration du ministère de l'Éducation, mais une collaboration offerte là, vraiment du bout des doigts, puis en cherchant par tous les moyens à saboter notre exercice. Ils n'y sont pas parvenus parce que j'avais un appui de Bourassa lui-même. Mais c'est quand même... Il faut comprendre qu'ils étaient dans l'application de cette doctrine-là, de dévalorisation, d'égalitarisme à tout prix, et alors que nous, on avait absolument besoin du contraire. Alors, quand tu vois que le président des États-Unis, le président, qu'un des candidats à la présidence des États-Unis est obligé dans son programme électoral d'aborder cette question-là, tu te rends compte qu'ils sont rendus très, très loin. Okay? De la même façon qu'on a appris, par exemple, en France, par l'entremise d'un ambassadeur américain, Rifkin, jusqu'où les Américains étaient allés pour déprogrammer, si tu veux, les élites françaises et les reprogrammer autrement. Et c'est là qu'on comprend de quelle façon le programme des humanités classiques a été abandonné dans la foulée de mai 68. C'est directement
la volonté exprimée par les Américains. Il fallait reprogrammer les élites sur un nouveau modèle et parce qu'ils en avaient besoin. C'est tout. Donc, l'éducation, les programmes de formation français ont été, et québécois aussi, reconfigurés dans ce programme-là. Vaste programme de réingénierie sociale. De réingénierie sociale. Okay. Faire apparaître l'homme nouveau. Faire apparaître l'homme nouveau. C'est pas des farces, là. C'est allé loin. Ça va loin. Ça va très, très loin. Ça va tellement plus loin qu'on aurait été capable de l'imaginer tout seul, là. Ah non, il faut avoir été confronté avec les... Parce que ça se révèle. Et voilà. Et puis sinon, c'est juste un fou qui aurait pu penser que c'était en processus. Toute cette information-là, là, émerge avec le développement de l'Internet. Ah. OK? Et d'abord par bribes, puis au fur et à mesure... Il y a deux facteurs qui jouent. Hein. D'une part, en fait, il y en a trois. Il y a d'abord la quantité d'informations disponibles. Il y a la technologie qui est facilement accessible. Et puis, évidemment, il y a les personnes qui sont de plus en plus habiles à utiliser la technologie pour aller chercher de l'information. Ça prend ces trois choses-là, là. Et évidemment, on comprend que ça a pris un certain temps avant qu'on arrive à ce niveau de capacité. Mais aujourd'hui, là, et on le voit simplement avec Wikileaks, là, tu ne peux plus garder grand secret, là. Hein? Tout sort. Tout peut sortir. Tout peut sortir. Y compris les secrets qu'on aurait pensé les plus profonds. Alors, puis imagine les journalistes là, qui, en plus, ici, découvrent qu'ils ont été sous écoute par-dessus le marché. Tu vois le monde dans lequel on vit, là, mais c'est absolument démentiel. C'est démentiel. OK? Et je me souviens, quand j'étais directeur du programme sur l'automatisation de la recherche en droit à l'Université de Montréal, dans le programme d'Atum, au début des années 70, que ceux qui avaient développé ce programme-là avaient décidé de passer à une autre branche d'études et s'intéresser au respect de la vie privée. Comprends-tu que depuis les débuts des années 70, le potentiel de la technologie et ses impacts sur la vie privée sont connus, qu'on a cherché par tous les moyens à encadrer ça dans des législations, des réglementations qui permettent d'éviter les débordements et qu'on est rendu aujourd'hui 40 ans, 50 ans plus tard et on réalise qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Aucun. Que même les États qui ont de l'information à protéger ne sont même plus capables de le faire. Qui sont à la merci d'un hacker en Chine, en Russie, dans leur cour. Okay? À l'intérieur même. À l'intérieur même de leur boîte. Un Snowden, OK? Assange, n'importe quoi. Et puis, d'un seul coup, là, tous tes secrets sont exposés. Je ne sais pas ce qu'on va tirer comme leçon. Ce que le monde va tirer comme leçon, parce qu'il va falloir en tirer une, puis plutôt tôt que tard. Mais je suis certain que l'expérience de la campagne électorale américaine en cours va jouer un rôle important dans la prise de conscience qui est nécessaire sur les limites et puis sur la nécessaire restauration de la démocratie. Parce que, je veux dire, c'est quand même incroyable, les États-Unis qui ont été qui se sont présentés comme les défenseurs de la démocratie. Qui ont tué des millions de personnes pour imposer leur modèle. Bon. Et puis là, on découvre que ce sont les pires, fossoyeurs de la démocratie. C'est assez incroyable comme renversement. Et tout ça en l'espace de 20 ans. Alors, matière à réflexion pour tout le monde. Et quelle heure est-il? Il est 9 heures. Il nous reste encore une demi-heure. Peut-être qu'on pourrait juste rappeler aux gens l'état profond. D'abord, il y a une déclaration du président Jimmy Carter. Ça, c'est assez... C'est comme un signe avant-coureur. Et à un moment donné, il a fait une déclaration
Il dit, aux États-Unis, il y a 400 familles oligarques qui contrôlent l'État. C'est Ouais. l'État profond de Peter Dale Scott. Bon, puis, Mais alors, qu'un ex-président... tu viens de mentionner un nom qui est extrêmement important que nos auditeurs ne connaissent pas. Peter Dale Scott. L'État profond. Et c'est celui qui a étudié le concept de l'État profond. C'est un professeur à l'Université de Berkeley. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce professeur à l'Université de Berkeley est un Canadien à l'origine. C'est le fils de Frank Scott, qui a été doyen de la faculté de droit de l'Université McGill dans les années 50 et qui était lui-même un excellent ami de Trudeau. Okay? C'est des inventeurs, si tu veux, du concept des droits de la personne. Okay? Et que Peter Dale Scott, qui est aujourd'hui quand même âgé, mais qui continue d'enseigner à Berkeley, est exposé, si on veut, le fonctionnement et les ramifications de cet état profond, c'est particulièrement important et c'est pourquoi je voulais absolument préciser pour les auditeurs là, que c'était pas loin de chez nous, ça. OK? Ah ouais, c'est bon, mais c'est bon. Continue. Mais c'est ça. L'État profond, c'est des réseaux d'intérêts. On peut partir de la question d'Aristote. Qui contrôle l'État au profit de qui? Voilà. Point. Alors, aux États-Unis, ils nous ont vendu l'affaire we the people. We the people, nous, le peuple. En réalité, c'est devenu we the lobby. Oui. À cause... c'est ça. Et c'est intéressant que dans le cadre de sa campagne électorale, lorsqu'il a fait prononcer son fameux discours de West Palm Beach, qui va passer à l'histoire, crois-moi, s'il faut qu'il soit élu, c'est dans ce discours-là qu'il s'est engagé à restaurer le We the People. Très intéressant. Ça, c'est Trump là, dont on parle. Oui, c'est ça. Et donc, on voit l'enjeu, là. Oui, oui. Hein? Les clés, c'est Aristote. Hein? Bien sûr. C'est ça. Puis, ce qui est également intéressant, c'est de voir, tu as mentionné Jimmy Carter. Mais il y a toute une séquence. C'est quand même le président, ben oui, bien sûr. C'est un président qui parle, parce que ouais, son président... au moment où il a prononcé ces paroles-là, il n'était plus président. Okay? Non, mais il s'appelle toujours président. Oui, je sais ça. C'est le protocole. OK. Mais le premier à avoir abordé la question, c'est Dwight D. Eisenhower. Le président Eisenhower. Ça, c'est très bon. Ça. En 1959... il a vu venir, lui, il l'a vu venir. Et lorsque John Kennedy est élu, pendant la période d'intérim entre les deux gouvernements, il prononce un discours, qui est son discours d'adieu, et dans lequel il met en garde le peuple américain contre le risque auquel l'expose ce qu'il a appelé le complexe militaro-industriel. Bien sûr, Eisenhower étant lui-même un militaire, il avait accroché davantage sur la dimension militaire de ce complexe-là, militaro-industriel, mais il faut comprendre qu'il y avait bien plus que de l'industrie de l'armement qui était en jeu. Il y avait tous les gens, toutes les entreprises qui bénéficiaient de l'effort de militarisation américain. Et ce complexe militaro-industriel-là a également joué un rôle sous la présidence de Kennedy. Kennedy, en 61-62, prononce un discours incroyable dans lequel, justement, il défend la liberté de presse. Puis il dit, jamais un gouvernement américain va imposer quelque limite que ce soit à la liberté de presse. Tu comprends que ça sonne particulièrement ça donne un écho quand on découvre ce qui se passe au Québec à l'heure actuelle. Tu vas me dire, on est au Québec, pas aux États-Unis. Mais le principe de la liberté de presse, la façon dont il a été attaqué, la façon dont John Kennedy l'avait illustré dans un discours resté célèbre, là, je m'en suis servi, moi, récemment, pour écrire un article. N'importe qui peut le trouver sur Google. Et écoutez ce discours-là, là, c'est à l'occasion d'un cocktail annuel là, pour la presse auquel il est invité à se présenter. Et puis, il parle justement de l'engagement profond et du rôle que joue la presse, une presse libre dans une démocratie. Alors ça, c'était encore la période de
c'est pas vrai, on va pas embarquer dans des thèses, entre guillemets, complotistes, là. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir que c'était un enjeu important à cette époque-là. Ouais. OK? Et que il s'est usé, qu'il y a eu des atteintes de plus en plus fortes d'apporter Nixon, au moment du Watergate, il y en a eu des atteintes apportées à ce principe-là. Il y en a eu sous... avant même Nixon, il y a eu Johnson qui a été démocrate. Lui, je te dis qu'il ne se gênait pas, le président démocrate qui a succédé à Kennedy pour porter atteinte aux principes sacrés de la démocratie. OK? Et le ministre, le président Ford, qui n'a pas été là très longtemps, puis ensuite Jimmy Carter lui-même. OK? Lui, Carter, il a goûté, là. OK? Et ensuite, Ronald Reagan. Et ensuite, George Bush père. Et ensuite, Bill Clinton. OK? Alors, on voit l'érosion des droits qui s'est produite de gouvernement en gouvernement. En même temps que la structure économique des États-Unis va muter de la création d'une économie réelle. Là, de création de richesse. Oui, à une économie de financiarisation. Prédatrice. Parce que c'est ça, là. Ça coïncide en même temps. Ça coïncide. Les deux coïncident. C'est ça. C'est assez extraordinaire. C'est ça, parce que les médias vont être cooptés dans cette grande matrice-là. Exactement. Ils sont rendus aujourd'hui où aujourd'hui, la crédibilité des médias, c'est comme autour de 20% aux États-Unis. C'est assez incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, il y avait un sondage qui disait que l'élection va être truquée. Puis 50% des gens pensaient que c'est en partie à cause du rôle des médias. Du rôle des médias. Oui, j'ai vu ça. Complètement biaisé. J'ai vu ça. Non, c'est grave, là. Non, c'est très grave. C'est ça. Parce qu'il se prépare un point de bascule de ce côté-là. Okay, exactement. Donc, c'est vraiment, là, comme je te le disais, le pays profond, we the people, versus l'État profond. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Puis là, il monte, puis là, avant ça, je voyais pas, en tout cas, moi j'ai déjà fait des commentaires là-dessus. Savoir, aux États-Unis, il ne faut pas avoir des corps intermédiaires qui se structurent comme une force politique pour renverser ce pouvoir-là des oligarques, appelons ça de même, l'État profond. Mais que les chances réelles, ils étaient à l'intérieur des institutions du renseignement, de la défense, etc. Parce que c'est le seul endroit où on va avoir des patriotes qui ont des leviers puis qu'ils ont une doctrine politique. Oui. Puis ensuite, il faut comprendre que la façon dont le pouvoir est organisé, structuré aux États-Unis, il est extrêmement diffus. Hein? Il n'est pas concentré, sauf au sommet. OK? Et d'où la raison pour laquelle il est si facile et puis c'est si attrayant pour les lobbies d'influencer au sommet. C'est là que tout se passe, c'est là que tout va se jouer. Donc, je veux dire, par en dessous, là, les pouvoirs au niveau des États, au niveau des comptes, tout ça, les comtés, etc., tout ça, c'est extrêmement diffus. OK? Mais toutes les clés sont tenues complètement en haut. Et il y a un décalage incroyable entre le petit pouvoir local, les petits pouvoirs locaux et le gros pouvoir au sommet. C'est pas facile de faire le saut de l'un à l'autre. Ouais. OK? Et la concentration des institutions autour du sommet, on a mentionné 16 agences de 16 ou 17 agences de renseignement. C'est assez... puis avec des budgets effarants, OK? Qui vont chercher dans les milliers de milliards, OK? Annuellement. Tu vois qu'il y a tout un establishment qui vit de ça. Alors, il y a une machine de pouvoir au sommet. Mais cette machine-là de pouvoir, comme je te le dis, là, elle repose sur rien. Autrement dit, elle n'a pas de légitimité qui descend vers le bas. C'est pourquoi l'objection entre le we the people, là, les gens à la base, là, à un moment donné, ils se reconnaissent plus du tout dans les institutions qui ont été mises au sommet. Ils se reconnaissent plus du tout et ça les révolte. Et le niveau de révolte à l'heure actuelle,
aux États-Unis. C'est de la rage. C'est de la rage. C'est une lame de fond qui va une lame de monter fond au visage. profonde. Ah ouais. Comme moi, j'en ai jamais vu. Ça fait longtemps Non, que moi, je suis la l'espère. politique américaine. Non, ça, j'ai jamais vu de... C'est historique. C'est historique veut dire depuis 1776. C'est ça. C'est ça que c'est historique. Et au moment où ils sont poignés avec la couronne britannique. c'est pourquoi ce qui va se passer aux États-Unis la semaine prochaine est si important. Parce s'il fallait que cette lame de fond parvienne à renverser l'establishment actuel et donc que Trump soit élu, il faut comprendre que les effets s'en feraient sentir partout. Imaginez le Canada renégocier sa position face à un Trump, plutôt qu'une Clinton qui est une quantité connue, là. Le Canada est obligé de tout redéfinir sa relation avec les États-Unis si Trump est élu. Il faut comprendre ça. Le Québec aussi, parce que le libre-échange est visé. Trump a dit, les accords de libre-échange avec le Canada, là, on scrape ça. On en est renégocié un beaucoup plus favorable. Écoute, moi je veux dire, qui est... Vous étiez là, vous? Ben oui, exactement. J'étais là dans les années... Je peux te le dire que déjà, nous, de notre côté, on jugeait que les concessions aux États-Unis étaient pas mal fortes et puis qu'on allait se faire tasser. Et la meilleure preuve, le meilleur dossier pour l'illustrer, c'est le dossier du bois d'œuvre. Ouais. OK? Donc, on voit bien là, que s'il faut que les Américains se mettent à ériger des barrières tarifaires, ce marché qu'on croyait ouvert va se fermer. C'est pourquoi il était si critique pour le Canada de conclure cette entente de libre-échange avec l'Europe, au cas où il se retrouve le bec à l'eau avec les États-Unis. OK? Mais même vis-à-vis de l'Europe, les Européens ont des problèmes avec les ententes de libre-échange, tout simplement pour une seule raison. Le libre-échange, là, ça fait disparaître les emplois. Le libre-échange est un destructeur d'emplois. Okay? Il envoie les emplois là où les coûts de production sont moins élevés. Ces dernières années, les emplois sont partis où? Ils sont partis vers les pays d'Asie du Sud-Est, vers la Chine, vers la Thaïlande, vers la Corée. Hein? Regarde, imagine les premières Hyundai qui sont arrivées sur le marché. Imagine les premières voitures japonaises qui sont arrivées sur le marché, c'était de la bébelle dans les années 60. Regarde la qualité des produits aujourd'hui. Regarde la montée en puissance du Japon pendant des années. OK? Regarde la montée en puissance de la Corée. As-tu vu les voitures qu'ils produisent maintenant? Ah ouais. C'est de la qualité, puis de la solidité. Hein? Alors, tous les emplois du secteur manufacturier canadien sont partis. OK? Là-bas, puis en 2008, ça a été l'exode total. Et sais-tu, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que on a été stupide au point de leur vendre, dans le cadre d'en-cas de faillite, les équipements industriels des usines qu'on fermait ici. Tu te rends compte? Alors, ce que ça veut dire, c'est que l'équipement de production avec lequel ils nous revendent des produits, ils l'ont acheté pour une bouchée de pain et c'est nous-mêmes qui leur avons vendu. Tu sais, quelque part, là, il y a quelqu'un là, qui n'a pas réfléchi trop aux conséquences des engagements qu'on prenait. Ils baignent dans l'idéologie. C'était pure idéologie. Ben oui, là, ils nous vendent l'enrichissement avec l'entente avec l'Europe. Là, il n'y en a pas d'enrichissement. Ah oui, puis là, des emplois, oui, puis etc. Il y en a. Mais on a la marche... C'est un credo. C'est rien d'autre qu'un credo. On a un bilan de la marche du néolibéralisme. Hein? C'est ça. C'est... OK, il est-tu assez clair, le bilan? Il est catastrophique. Là, ils viennent nous dire, ben voici... Écoute, c'est quand même incroyable. Là, au cours des 20 dernières années, depuis 1985, okay, on a détruit la classe moyenne aux États-Unis. Oui. Ça a disparu. La pyramide économique de la base là, qui monte vers la classe moyenne. Là, il n'y en a plus. Fini. OK? Et la cause, c'est directement l'effondrement du secteur manufacturier américain. Puis avec ça vient une dégradation de la situation sociale. Évidemment. Puis qu'on ne voit jamais. Hein. Puis une autre dégradation qui survient également, c'est qu'à cause de l'endettement,
et puis du sens des priorités des Américains, minimum d'investissement dans les infrastructures. Alors, les infrastructures aux États-Unis sont en train de s'effondrer. Tu sais, j'ai des amis, moi, qui voyagent régulièrement aux États-Unis et qui en reviennent ces derniers mois, là, consternés par ce qu'ils ont vu, OK, dans la dégradation, justement, des infrastructures. Et dans les problèmes sociaux à l'entrée des villes, là où tu as des villages de tentes, là, des villages de... Non, la télévision américaine ne montre pas ça. Non, absolument pas. C'est comme une télévision, mettons, régime soviétique. Là, ils montrent l'ouvrier modèle, ce petit appartement modèle. Le village Potemkin. Potemkin, c'est ça. Potemkin, ouais, c'est ça. Alors, c'est ça qui est absolument incroyable de découvrir, là. C'est combien les États-Unis sont devenus l'antimodèle de ce qu'ils proposaient. OK? The Great American Dream, là, c'est devenu The Great American Nightmare. Le rêve a viré au cauchemar. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de vivre les dernières heures du cauchemar jusqu'à l'élection. Ouais. Ça va se poursuivre. Ah, bien sûr. Parce que tu sais, il y a bien beau Trump, tu sais, en position carrée, assumée, anti-système. D'abord, il faut comprendre que s'il est élu, est-ce qu'il va avoir la marge de manœuvre nécessaire? Ça, c'est une chose. Hein? OK? Pour faire ce qu'il a promis de faire. Je suis certain qu'il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin. Ouais, pas juste de l'eau dans son vin. Ça va tirailler, saboter, etc. Il va se faire... Il y a les lignes de partage, Ils vont vouloir l'assassiner, c'est pas compliqué. Ben oui, tout va... Tout. On va l'a dit dans son discours. On va avoir la They're gonna do everything. C'est ça. Puis là, il sait pertinemment ce qui l'attend. Ben oui. Il sait qu'il va être soumis à la totale. Ben oui. Entre parenthèses, de la même façon que Pierre-Carl Péladeau a été soumis à la totale ici. Il faut comprendre. Mais Pierre-Carl, il n'y avait pas des gens qui sont à l'intérieur d'institutions d'État, qui ont une compréhension de l'État, etc. Il n'y avait pas ça. Autour de lui, non, certainement pas. Vide au point de vue de la doctrine politique. Là. Ouais. Non. Okay, mais on va revenir à la situation internationale. Oui. Tu voulais glisser quelques mots au sujet de la Syrie et de l'Irak et comparer la situation entre Alep et Mossoul. Oui, parce que quand ils ont parlé de s'en aller à Mossoul, Mossoul, c'est en Irak, là. Oui, c'est ça. Oui. Puis Alep, c'est en Syrie. OK? Puis c'est deux villes clés parce que il y a là des terroristes sont logés. C'est des villes où il y a beaucoup de population, bon, etc. Ce que je disais, il y a peut-être 2 semaines, je disais, à partir du moment où ça apparaît, vous allez pouvoir observer la couverture médiatique des deux situations. Ouais. Et là, vous allez voir toute la bullshit de ces médias-là qui va s'illustrer là, très clairement, là, noir sur blanc. C'est-à-dire que à Mossoul, vous avez tout de suite vu les journalistes venir dire « Ah, c'est épouvantable, les terroristes là-bas, ils prennent des boucliers mains, ce qu'ils font, ils tirent sur le monde qui veulent sortir, etc. » Et puis, c'est de la barbarie. Bon. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'à Mossoul, c'est les Irakiens avec les Américains qui cherchent à libérer la ville des djihadistes qui, eux, vont... et puis même les États-Unis cherchent à les canaliser vers la Syrie façon à créer du trouble en Syrie. Mais sur la couverture médiatique, on nous les présente pour ce qu'ils sont. Oui. C'est le dernier thème de la barbarie, là, OK? Oui. Tu sais, de décapiter des enfants, tout ça, là, OK? On est dans le satanisme. Bombarder des écoles. Ben oui. Puis là, de l'autre côté, puis ils utilisent des gaz. De l'autre côté, à Alep, les mêmes terroristes font la même affaire, mais excepté que là, médiatiquement, ce qu'on vous renvoie, c'est il y a des rebelles, ils sont cernés par le régime. C'est ça. C'est exactement la même situation. Puis les Russes sont venus bombarder des écoles. Le traitement de l'information est différent parce que dans un cas, c'est les Américains, puis dans l'autre, c'est les Russes. Exact. Vous comprenez? Mais c'est fun de voir ça. Ben oui, mais non, on est dans la propagande pure et simple. Ben oui, mais le monde qui écoute la télévision, là, à Radio-Canada, oui, les rebelles,
Les rebelles, écoutez, bon, au sujet de ces rebelles-là, là, il y a un last call, dernière chance, et puis ça se joue demain ou après-demain, dépendamment des heures à l'international, mais il y a un corridor qui va être encore créé. Et pour Alep. À Alep. Oui, pour j'ai vu ça. donner la chance à ceux qui ont des armes, puis d'autres qui veulent déposer sortir, les armes. Sortez de là. Parce que mais là, la dernière fois... Le problème auquel sont confrontés les Russes, là, c'est que les terroristes qui sont, les djihadistes qui sont encroutés là, dans Mossoul Est, pas dans Mossoul, dans Alep Est, ils détiennent la population en otage. Ben oui, c'est des boucliers humains, mais vous n'entendrez jamais cette expression-là. Non, non. Plus que ça, à chaque jour, ils envoient des mortiers dans la zone qui est sous contrôle du gouvernement. Ils tuent du monde à chaque jour. Ben oui, ben oui. Puis avec des gaz dedans, puis tout. Non, il n'y a rien de ça qui apparaît. La dernière fois qu'ils ont ouvert un corridor humanitaire pour sortir les gens, ils ont tiré sur les gens qui essayaient de sortir, ces terroristes-là. Ouais. Alors donc, nous voilà. C'est ça. On est face à ces deux choses-là. Les Russes, ils ont eu une campagne de bombardement sur Alep pour dégrader les infrastructures des terroristes, soit des entrepôts d'armes, soit des centres de commandement, soit du matériel lourd, etc. Là, Poutine, il a dit non, on ne bombarde plus, là. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Ça va être une bataille terrible, bloc par bloc. Ça va être un Stalingrad, là. Ah oui, okay? oui. Non, ça va être terrible, terrible. Mais il y a des puissances, ils veulent absolument pas que Alep tombe. Tu sais, la guérilla urbaine, là. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, mais ça va être... Okay. Celle-là va être tough. Tu sais, il y a eu un film américain qui a été fait, qui est un film assez dur, qui s'appelle Black Hawk Down, okay? Qui raconte justement une situation de guérilla urbaine à Mogadiscio. Ah ouais? Il y a de ça une vingtaine d'années. Quand tu vois là, la façon dont les troupes, les forces terroristes s'organisent et se positionnent, là, ouf. Ils sont durs à déloger. Ils sont durs à déloger, oui, tout à fait. Yeah. Alors, ça, c'est la situation dans laquelle ils vont se trouver. Et évidemment, là, il va y avoir c'est clair là, qu'il va y avoir beaucoup de morts. Ouais. Puis il va y avoir les médias occidentaux, puis parce que les États-Unis, clairement, les Russes les ont menés au bout de leur bullshit quand ils ont dit dites-nous où sont les terroristes puis vos rebelles modérés à Al-Qaïda, à Alep. Tout à fait. Clairement. C'est clair, c'est devenu manifeste. Là. Ben oui, clairement. C'est incroyable. C'est ce que Poutine cherchait à mettre en lumière à faire depuis cette démonstration-là. Ouais. OK? Elle est faite. Elle est faite, là, présentement. Puis sur le côté de Mossoul, il y a, vous avez évoqué que les terroristes, ça serait transféré en Syrie. Ben, en fait, ils ne vont pas être transférés, ils vont être poussés. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait la ville était cernée, sauf le côté ouest, c'est ça. Qui allait être la porte de sortie. C'est ça. Sauf que il est arrivé dernièrement des forces chiites qui sont des alliés de l'Iran pour fermer cette porte-là. C'est exactement. OK? Fermer cette porte-là parce qu'ils ne veulent surtout pas les avoir en Syrie. Non, certainement pas. Non. Et là, c'est les dernières cartes qui se jouent. Tu vois, il y a encore, il nous reste quelques minutes, il y a encore une chose là, dont il faut parler, c'est la situation qui évolue d'une façon absolument incroyable là, en Turquie. OK? Je ne sais pas si tu as vu les derniers développements, là, mais d'abord, il y a eu une purge encore incroyable là, de dizaines de milliers de personnes là, qui ont été écartées du pouvoir. Et une nouvelle absolument incroyable qui survient ce matin et qui est celle du premier ministre turc qui dit que oui, la Turquie est désormais prête à s'excuser pour le décès du pilote du Sukhoi 24 qui a été abattu par les Turcs il y a déjà 3 mois maintenant de ça. Et
Alors que jusqu'ici, le gouvernement turc s'y objectait formellement, même après les rencontres avec Poutine. Mais là, ça y est, il y a eu des blocages de ce côté-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie est parvenue à se négocier une position très avantageuse en Turquie, et ça place évidemment la relation entre la Turquie et l'OTAN, parce que la Turquie était membre de l'OTAN, dans une situation très, très difficile sur le plan de la sécurité avec les États-Unis. Là, ça devient là. Alors, imagine les Américains qui ont raté le coup, qui devaient renverser Erdogan et qui là se retrouvent complètement là, démunis. Ah ouais. Ils ont perdu sur toute la ligne. Et pour illustrer encore le déclin, ben, on revient encore sur le premier ministre philippin. Le président philippin, il vient encore de sortir des énormités. C'est invraisemblable ce qui se permet. Alors que jusqu'ici, là, le gouvernement philippin était littéralement au pied du gouvernement américain. Le voici. C'était la base la plus solide. C'est la base la plus solide. Et tu comprends que dans le dispositif asiatique des États-Unis, là, de perdre les Philippines, c'est grave. Alors, encore une fois, une autre illustration de la perte, de la baisse en puissance. Là. On parle d'une montée en puissance, on parle d'une descente en puissance des États-Unis dans l'échiquier mondial. Alors, voilà la situation dans laquelle se trouve le monde. Évidemment, bien sûr, il y a encore des commentaires à faire sur l'état de la situation en France. C'est très mauvais, très, très mauvais. Et ça s'aggrave de jour en jour. Ça s'aggrave de jour en jour. Le taux de popularité personnelle de François Hollande est tombé à 4%. Le premier ministre Valls, à l'heure actuelle, fait tout ce qu'il peut pour se détacher de Hollande, parce que lui-même doit songer à la possibilité de se porter candidat. Si Hollande ne le fait pas au nom de la gauche, il va falloir que la gauche... Quand on parle de gauche, hein, on comprend que ça s'appelle encore la gauche, mais c'est plus la gauche, ça fait longtemps, on l'a dit tout à l'heure. Okay? Donc, les mondialistes, là, ils vont devoir se trouver un autre candidat. Et Valls, évidemment, a des prétentions de ce côté-là. Ben oui, des prétentions, mais je pense que c'est le deuxième tour là, qui va être intéressant, parce que c'est à peu près sûr que Marine Le Pen va être au deuxième tour. Ça, c'est maintenant presque acquis. Ouais. Et puis donc, là, elle serait là avec la droite. Et puis là, on verrait vraiment là, toutes les masses tomber, parce que là, les socialistes diraient, ben on va voter à droite. Oui, oui, oui. pour bloquer la patriote. Oui, oui, mais là, tu sais, le coup qu'ils ont pu faire dans le passé, là, en voulant faire le blocus à Marine Le Pen là, ou au Front National, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible parce que la situation a évolué, parce que les mentalités ont évolué, parce que le Front National d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était sous Le Pen. Il y a eu de l'évolution partout. Et les partis de droite comme de gauche, entre guillemets, j'emploie ces mots-là parce que, comme on passe notre temps à dire que ça ne veut plus rien dire, ils ne sont plus le moindrement connectés à la population. Okay? Ils naviguent eux aussi là, dans leur euphorie parisienne, mais ils sont complètement déconnectés du terrain. Ouais. Puis là, on voit que si, mettons, Trump ou peu importe ce qui arrive, la lutte va se poursuivre. Donc, il y a un catalyseur aux États-Unis qui va avoir un écho dans l'élection présidentielle française. Il y a des digues qui seront... Ils vont dire, regarde, on est-tu dans la même histoire? Voilà. Voilà, hein? Ils viennent de nous faire le portrait assez précis, les Américains. Merci, ouais. On est là. OK? Oh! Alors, tout change. Et on passe d'un point de bascule à l'autre, puis ça bascule vite. Alors, on est rendu au terme de notre heure. On espère qu'on a réussi à vous intéresser. D'une fois à l'autre, c'est toujours le défi qu'on cherche à relever. Et évidemment, si vous avez des commentaires à nous faire, vous êtes évidemment bienvenus à nous les faire, à nous écrire, à nous poser des questions. On ne demande pas mieux que d'y répondre. Et même s'il faut faire des recherches, on aime bien faire des recherches, hein, Jean-Claude? Ah. On passe notre temps à faire des recherches.
Et on est à votre disposition sur ce plan-là. Je vous rappelle également que vendredi à 5 heures, le 5 à 7 de vigile, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 82 rue Sherbrooke Ouest. OK? Et vous êtes évidemment les bienvenus. Venez en nombre, on va avoir besoin de votre soutien. Ouais, puis venez de bonne heure, sinon je vais avoir tout bu le vin. J'espère que